Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, vous le savez, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Et c'est avec Alix et Muguet. Oui, salut Alix. comme toujours. Salut. Toujours, fidèle au poste, on y va. C'est parti pour le sommaire Le Mag qui fait étape aujourd'hui à Châtillon, au sud de la capitale. La cité des Hauts-de-Seine mise sur sa jeunesse. En témoigne cette école Dernier Cri qui va sortir de terre très prochainement. Les détails dans un instant. Dans cette émission, nous parlerons notamment du réaménagement des espaces éducatifs, des initiatives écologiques et durables, bien sûr. Art et culture. Le MAC fera aussi la part belle aux initiatives inclusives et solidaires. Et puis, il y aura une loupe. La loupe, vous le savez, c'est avec Alix. Et focus sur la grande dictée annuelle qui a fait étape à Châtillon Quand même. Et qui est organisée par l'association Abajad. Après, je me refasse une petite dictée, ça fait longtemps, là. Pas sûr que ce soit très bon. On y va. Bonjour Dédé Jazaz. Bonjour. Merci Madame la maire d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Maire de Châtillon, conseiller régional d'Île-de-France. D'Île-de-France, on a tout le monde. Pas de lycée à Châtillon? Non, pas de lycée. J'étais très étonné en préparant l'émission. Je connais un peu Châtillon. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. On fait partie des 3 seules villes de cette strate en France à ne pas avoir de lycée. Historiquement, Châtillon était desservi par le lycée intercommunal, comme on disait à l'époque, qui était le lycée Jacques Monod à Clamart. Et puis au fil du temps, au fil de l'évolution de nos villes, il y a eu de plus en plus de difficultés en fait, pour que les Châtillonnais puissent être admis à Monod. Il y a eu depuis des extensions, mais ce qui n'est pas satisfaisant. Notamment pour les parties communes, pour la cantine, pour la cour, parce que voilà, je pars du principe que nos jeunes ont aussi le droit, même en dehors des cours, de pouvoir avoir... du coup, préempté ou réservé un terrain? On a, dans le cadre effectivement d'une zone d'aménagement concerté, réservé un terrain pour que la région accepte de nous y faire un lycée. La première partie est faite, c'est-à-dire que si on n'a pas de terrain, de toute façon, on n'a pas de lycée. Mais même en ayant un terrain, il se peut qu'on n'ait pas de lycée. Donc voilà, c'est un combat effectivement qu'on mène parce que je pense que les Châtillonnais méritent aussi d'avoir leur lycée à Châtillon plutôt que d'avoir des temps de transport. Ouais, j'étais super étonné. Je me dis, à Châtillon, il n'y a pas de lycée. Je trouvais ça bizarre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une nouvelle école qui va sortir de terre. On en parle depuis très longtemps, effectivement, mais c'est un projet de longue haleine. Je parle bien sûr de l'école Jean Jaurès, qui va donc sortir de terre. Oui, pour la rentrée prochaine, pour septembre. Exactement, pour on septembre. Sera prêt. Pour septembre 2025, il faut qu'on soit prêt. J'ai vu sur plan, on n'a pas le choix. Ça a l'air magnifique. C'est, je pense, magnifique. C'est à hauteur d'enfant, c'est très végétalisé. 2500 mètres carrés de surface. 2500 mètres carrés de surface. On a été aussi beaucoup en concertation avec la communauté éducative parce que c'est une école maternelle, donc à destination des tout-petits. Et il y a des choses que parfois, nous ne pensons pas, comme d'avoir des toilettes directement à proximité. Vous voyez, par exemple, du dortoir. Ouais, parce que quand on est tout seul à surveiller le dortoir et qu'on a un petit qui demande à aller aux toilettes, c'est mieux que les toilettes soient pas trop loin. Bien sûr. Donc on s'est vraiment appuyé aussi sur le corps enseignant et voilà, c'est une très belle école dont on est fiers. On aura un bel. Vous l'avez pensé comment? Vous l'avez voulu comment? Je sais qu'elle va être polyvalente, elle va être, j'imagine, durable. Absolument, durable évidemment, qui respecte toutes les normes écologiques. On a souhaité qu'il puisse y avoir une vraie cour oasis à l'extérieur, et cour oasis qui ne sera pas simplement réservée en fait à l'école, aux enfants ou à la communauté éducative, parce qu'on est dans une zone pavillonnaire qui est très dense. Châtillon, c'est la 20e ville la plus dense de France. On est sur un peu moins de 3 km², près de 39 000 habitants, comme beaucoup de villes de la petite couronne. Et on manque d'espaces verts. En tout cas, ceux qu'on a, il faut les sanctuariser. Il faut en penser d'autres. Et donc, dans cette zone pavillonnaire, on a souhaité y mettre cette école avec cette cour oasis, avec donc cette cour indépendante qui pourra aussi bénéficier au voisinage. Et elle servira à quoi, par exemple, cette cour? Tout simplement à avoir des moments de fraîcheur, de pouvoir y faire des lieux de partage, de pouvoir, comme une sorte de square. Alors, c'est des choses, évidemment, qui doivent être extrêmement travaillées, parce que si vous avez la cour qui est ouverte le samedi, dimanche, on ne remet pas les enfants le lundi sans qu'il y ait toutes les vérifications qui soient faites, évidemment. Mais ça fait partie d'un projet très participatif et englobant. On ouvre aussi les portes de l'école. Près de 1000 mètres carrés, cette cour oasis, une salle de motricité de 100 mètres carrés. C'est conséquent. Et une salle polyvalente de 200 mètres carrés, utilisable pour les enfants durant les périodes scolaires, mais aussi pour les associations. Exactement. On a la difficulté, en fait, encore une fois, dans des petites villes, de plus avoir, en fait, de réserves foncières pour pouvoir y mettre davantage, en fait, d'équipements publics. Et donc, on a beaucoup d'associations à Châtillon qui sont
extrêmement dynamique. Et la réalité, c'est qu'on manque de créneaux. Voilà, on manque de créneaux tout le temps. Donc ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et l'idée d'avoir comme ça, dans une école qui en réalité n'est plus qu'une école en fait, c'est plus que ça, c'est vraiment un équipement public ouvert sur la ville, de pouvoir avoir en fait des salles polyvalentes qu'on met donc à disposition des associations, ce sera le yoga, ce sera la danse, ça permet de nous libérer en fait des créneaux dans les gymnases pour pouvoir accompagner aussi d'autres associations. Mais donc c'est des opérations villes collées à la capitale où on a quand même le sentiment qu'il faut pousser un peu les murs, il faut forcément trouver des solutions concernant les espaces. Absolument, mais on est très innovant et il faut être hyper imaginatif et puis respecter aussi les besoins des habitants, des Châtillonnaises et des Châtillonnais parce qu'ils ont envie de faire du sport, ils ont envie, pour certains de nos clubs, de pouvoir développer aussi une certaine forme de pratique sportive. Par exemple, de réserver des créneaux spécifiquement pour le sport féminin, je sais pas moi, à la boxe ou au basket, etc. Et pour pouvoir accompagner, ou même sur les questions d'inclusion aussi, ou même pour les tout petits, les très petits, parce qu'il y a peu de sport, vous savez, pour les tout petits, on en trouve peu, et donc il faut des créneaux. Donc pour pouvoir accompagner aussi ce que pensent nos associations, il faut nous qu'on arrive à libérer de l'espace et oui, effectivement, faire preuve d'un peu d'innovation. Oui. Et justement, depuis 2023, vous êtes doté d'un projet éducatif de territoire. Quelle a été votre priorité en fait en le lançant ? La priorité, ça a été en fait de mettre tous nos enfants à égalité. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment dans l'école républicaine. J'en suis issue et j'ai aussi ce parcours d'ailleurs en tant que châtillonnaise. Vous êtes née à Châtillon ? Je suis Châtillonnaise pure. Je suis née à l'hôpital Clamart. L'hôpital Béclair à Clamart, oui. On va dire la vérité aujourd'hui. Voilà, je suis arrivée à 3 jours à Châtillon. Il faut dire les choses. Mais effectivement, j'étais à la crèche à Châtillon, j'étais à l'école maternelle à Châtillon, j'étais à l'école primaire à Châtillon, au collège à Châtillon et pas au lycée. Au lycée. On n'avait pas de lycée, mais j'ai été effectivement au lycée de Clamart. Et je suis moi-même un produit en fait de cette école républicaine, de la richesse de cette mixité, de tout ce que peut nous offrir en fait de mieux l'école républicaine. Et donc c'était vraiment penser l'égalité et pouvoir former aussi les citoyens de demain. Pour moi, c'était essentiel aussi à travers ce PEDT de mettre en place des accompagnements, des activités, de réussir en fait à organiser les différents temps et surtout dans un partenariat qui est un partenariat large. On parlait des associations, on parle aussi de tout ce qu'on fait au niveau culturel avec les équipements, etc. C'est pouvoir faire en sorte en fait que tous nos enfants aient très tôt accès en fait à la diversité de l'offre que leur permet notre ville. Co-construction, vous en voyez déjà les effets ? Oui, bien sûr. On voit parce que alors ça part toujours en fait sur une base du volontariat, c'est-à-dire qu'on n'impose rien aux écoles ou aux enseignants, mais on a par exemple des classes qui vont se spécialiser sur des projets musicaux. On a des classes qui vont se spécialiser sur des projets de cinéma. On est, avec mon adjoint à l'éducation, Antoine Jouenne, la semaine prochaine invité au cinéma de Châtillon parce qu'on a une de nos classes de CM2 qui fait tous les ans en fait un projet autour du cinéma. Et donc voilà, c'est de pouvoir en fait donner aussi le goût en fait aux enfants en dehors d'un cadre scolaire bien précis. Pourquoi vous sanctuarisez le vendredi midi ? Alors, j'ai entendu parler de cette histoire, c'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Vous allez manger à l'école le vendredi, c'est vrai ? On n'a pas forcément le temps d'y manger. D'accord. Mais en tout cas, on va dans une école de la ville tous les vendredis midi. D'accord. La première chose qu'on fait, du coup, avec votre adjoint avec à l'éducation. mon adjoint Antoine. D'accord, Antoine. Et donc, la première chose qu'on fait, on va dans la cour, on arrive, voilà. Donc, généralement, vous avez tous les enfants qui viennent. Il y a la mère, il y a l'adjoint, etc. Et on a comme ça un moment d'échange avec eux qui est formidable. On descend ensuite à la cantine, c'est important. Ça nous permet de voir aussi ce qu'il y a ou pas dans les assiettes. Donc, on sait si c'est apprécié, on sait si ça l'est pas. On a des retours aussi des enfants. Vous savez, les Châtillonnais sont vindicatifs. Vous faites des ajustements après ces retours ? Oui, tout à fait. Par exemple, quoi, par exemple ? Alors, par exemple, l'omelette. Il y avait un retour en fait permanent des enfants sur la question de l'omelette. Qu'est-ce qu'elle a, l'omelette ? L'omelette, vous savez, c'est clivant et surtout comme je crois que ça doit être lyophilisé ou quelque chose comme ça. Elle n'a pas forcément une texture. Elle est très bonne, mais la texture pour les enfants, elle peut apparaître un peu comme étant étonnante. Donc on a supprimé en fait l'omelette. Tout simplement. Il n'y a plus d'omelette à Châtillon. Lyophilisé. Voilà. Donc ils ont par contre évidemment plein de choses, mais
Et je le réitère ici publiquement, non, on ne pourra pas avoir que des hamburgers, des nuggets et des spaghettis. C'est ça les retours. Les enfants. On veut des nuggets, on veut des nuggets de poulet. Mais il y a aussi tout le développement autour du goût qui est hyper important, c'est-à-dire qu'il y a des légumes, voilà. Du bio aussi. Du bio, évidemment. On a près de 20% en fait de nos repas qui sont bio. On a des repas végétariens, ce qui permet aussi de montrer aux enfants que il n'y a pas que de la protéine animale, qu'il peut y avoir aussi autre chose. Et c'est évidemment en complémentarité de l'apprentissage du goût à la maison. Mais ça nous permet au moins aussi, enfin voilà, d'avoir quelque chose qui soit très étoffé à destination de tous les enfants. Et pour la petite histoire, il y a un menu par contre qui est aussi sacralisé et sanctuarisé. C'est le menu de la rentrée scolaire. Et là, quand vous êtes un petit Châtillonnais, eh bien, vous pouvez être sûr que le menu de la rentrée, tout ça pour qu'on vienne à la rentrée. C'est les choses les plus simples du monde, mais ce qu'ils adorent. Voilà, c'est frites, pommes de terre, avec beefsteak haché par exemple, ou nuggets. On a un repas comme ça, un peu plaisir. C'est le repas régressif de l'année, quoi. Et tout raisonner, c'est le Bruxelles. Oh non. On pense notamment aux tout petits de maternelle, pour qui c'est la première fois souvent. Et voilà, donc on n'a pas envie forcément tout de suite d'imposer un truc un peu compliqué, mais d'avoir quelque chose aussi d'hyper réconfortant pour le premier jour qui les fait revenir. Bien joué. C'est combien de professionnels la restauration scolaire ? À la restauration scolaire, on est sur une trentaine de professionnels, et puis on a à l'intérieur de nos écoles évidemment aussi tous nos agents de restauration qui y travaillent. Nous, on a repris en fait totalement en régie la restauration municipale, parce que on a souhaité en fait qu'il n'y ait plus de marché en fait qui soit passé pour externaliser. On a voulu reprendre en fait réellement la maîtrise en fait de la restauration municipale, et on a aussi récupéré du coup au sein de la restauration municipale les personnels cuisiniers qui étaient à l'intérieur des crèches, parce qu'on avait des crèches qui en avaient, d'autres qui n'en avaient pas. Donc pour harmoniser là aussi, tous ces cuisiniers, en fait, maintenant font partie de la restauration municipale de la cuisine centrale. C'est facile, Madame la maire, de mettre l'accent sur le bien manger ? Je ne sais pas si c'est facile ou si c'est difficile. En tout cas, c'est ce sur quoi il faut absolument qu'on arrive à tendre. Et on accompagne en fait vraiment au niveau du goût, au niveau de cet apprentissage. Il y a aussi des menus qui sont faits, qui vont être réservés, par exemple, à des villes, à des pays. L'idée, c'est vraiment d'accompagner en fait les enfants vers la diversité, quoi, et de pas être sur le traditionnel. Ah non, ça j'aime pas. Et on goûte. On connaît bien. Et vous avez aussi lancé les conseils municipaux des jeunes et des enfants. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le créer au-delà du symbole ? Alors, moi, plus jeune, j'étais déjà assez... engagée. J'ai été déléguée de classe, etc. Et c'était vous comme peut-être 80% des élus ensuite, ça commence comme ça. Et c'est vrai que c'était, je pense, une instance en fait qui manquait à la ville, parce qu'il est important aussi d'entendre les enfants. Je vous l'ai dit, le vendredi midi, on commence par les enfants. On va voir ensuite, évidemment, les directeurs, directrices, les enseignantes, les enseignants. On va voir nos agents, nos animateurs, nos personnels de restauration. Mais on commence par les enfants. Les enfants, ils ont toujours quelque chose à dire, en fait, sur leur environnement. Ils sont acteurs de leur environnement. Ils ne sont pas simplement spectateurs. Moi, je refusais, en fait, de les maintenir dans un espèce de rôle passif où c'est les adultes, en fait, qui décident, et eux, qui sont un peu spectateurs. Donc, le Conseil municipal des enfants et des jeunes, c'est un relais en termes de représentation, qui leur permet, en fait, d'avancer sur des projets, de mettre à l'avant, en fait, des choses, de nous accompagner aussi, sur notamment des commémorations. Il y a des choses qui sont aussi très porteuses de sens, mais vraiment de leur donner la parole. Et eux-mêmes font tout un travail en amont, au niveau des classes, au niveau de leur classe d'âge, pour nous faire monter, en fait, des projets. Alors, il y a des choses qu'on arrive à mettre en place. Et notamment... On remplit le frigo. Ah oui, formidable initiative effectivement du Conseil municipal des jeunes. La question de la précarité étudiante, elle est importante, et elle est visible même dans des villes comme les nôtres, qu'on peut considérer comme étant préservées. C'est pas vrai. Il y a aussi des sas de paupérisation, et de pouvoir accompagner en fait les étudiants. Et c'est aussi dans le cadre de notre service jeunesse, pour avoir des opérations en fait tout simplement de remplir le frigo. Donc c'est une collecte alimentaire qui est ouverte aux étudiants, pas simplement de Châtillon évidemment, on ne limite pas, et c'est ouvert à tout le territoire, et même à des jeunes qui viennent de plus loin. Et quand on a des gamins qui viennent du 77 pour être à 10h à une collecte alimentaire à Châtillon,
Ouais, c'est là qu'on se dit qu'il y a peut-être quelque chose sur quoi il faudrait qu'on travaille. Au-delà de la longueur des queues, j'imagine, quand tu vois les profilés qui arrivent du 77. Voilà, venir, traverser toute l'Île-de-France pour venir prendre des cabas de course, ça peut nous questionner aussi. Hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été porté par le Conseil municipal des jeunes, qu'on met en place aussi avec nos différentes associations. Et pas que, justement, parce qu'on a aussi un partenariat dans le cadre de la restauration municipale, vous l'évoquiez, avec les Restos du Cœur. C'est-à-dire que non seulement par solidarité, mais aussi par rapport au gâchis alimentaire, l'idée, c'est en fait d'avoir cette convention qui fait que tous les produits en fait évidemment non consommés et qui peuvent être récupérés sont remis à disposition des Restos du Cœur. Nadège Azaz, dans quelle mesure Châtillon souhaite se muer en ville à hauteur d'enfants? Est-ce que c'est déjà le cas? Alors, il faut continuer parce que je pense que c'est jamais suffisant et c'est vraiment, pour moi, le cœur du réacteur, en fait, c'est vraiment ça, c'est les enfants, c'est pouvoir les accompagner dès le plus jeune âge et ne pas laisser passer quoi que ce soit. Donc, on a le label Ville Amie des enfants de l'UNICEF, un label, je dois dire, dont nous sommes très fiers au niveau de la municipalité, parce que c'est un engagement, évidemment. Alors, c'est un plan d'action qu'on doit mener, où on fait la place en fait à l'enfant de la toute petite enfance. Et par exemple, on travaille autour des bébés lecteurs pour les petits qu'on accueille au niveau de nos crèches, jusque à nos grands jeunes, donc jusqu'à 18 ans. Et c'est d'avoir comme ça tout ce cheminement en fait de nos jeunes châtillonnais qu'on accompagne à travers ce label Ville Amie des enfants, vraiment à devenir les citoyens de demain. Et c'est un bel engagement qui peut apparaître au départ comme pouvant être un peu compliqué, un peu rébarbatif, parce qu'il faut qu'on s'engage vraiment sur un plan d'action, sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question d'un certain nombre d'apprentissages, de la citoyenneté, de donner le choix aux enfants, de leur donner la parole. Vous savez, on a des structures de jeu, nous, évidemment, comme chaque ville qu'on modifie, qu'on fait évoluer, qu'on ajoute, on fait voter les enfants. Vous voyez, c'est pas nous, avec nos yeux d'adultes, qui décidons que là, il y aura une balançoire ou que là, il y aura un toboggan. Non, on donne la parole aux enfants. C'est eux. Et c'est eux qui ont pensé et voté pour le réaménagement de la ludomédiathèque. Alors, ils ont été concertés sur la ludomédiathèque, évidemment. On est sur un projet extrêmement global. Mais par exemple, on aura un espace dans la future ludomédiathèque qui sera réservé à nos tout-petits. Vous voyez, vraiment, où ils pourront aller dans des tout petits casiers, des tout petits fauteuils, pour pouvoir être vraiment dans un environnement à leur hauteur. Et de l'autre côté de la chaîne, vous avez les jeunes qui passent des examens, qui passent le bac, ou même qui passeraient le brevet, qui passent leurs examens, leurs partiels à la fac, et qui parfois à la maison c'est un peu compliqué, on n'a pas forcément l'espace où on est distrait, et de se dire aussi, on pense à des espaces de travail pour eux, et en termes d'horaire qu'on va adapter aussi. Que tout le monde y trouvera son compte finalement. Il faut. C'est bien leur laisser la main et en même temps tu dis aussi l'équation budgétaire. On peut pas tout faire non plus. Vous restez avec nous, Madame la maire, bien évidemment. C'est l'heure de la dictée. Allez, la loupe d'Alix à Châtillon, les mots ont rassemblé petits et grands. Et oui, le samedi 24 mai dernier, Châtillon accueillait un événement aussi ludique que porteur de sens. J'ai nommé la grande dictée annuelle, bien sûr, organisée par l'association Abajad. Enfants, parents, grands-parents, tous étaient invités à tester leur talent en orthographe sans pression. Lors de cette grande dictée, peu importe le niveau, l'essentiel est de participer, apprendre et surtout de partager un moment convivial autour de la langue française. L'événement proposait 5 catégories, des élèves de primaire aux adultes, en passant par celles et ceux dont le français n'est pas la langue maternelle. Un vrai moment de rencontre et de solidarité, placé cette année sous le signe de la dignité. Et cette année, c'est la chanteuse Kaina Samet qui s'est prêtée au jeu de lectrice. Un moment qu'on découvre tout de suite en images. On the beat.
Et au-delà de l'événement, Abajad est une association qui agit aux côtés des personnes réfugiées, demandeuses d'asile ou non francophones, grâce à des formations ou des ateliers d'apprentissage du français, par exemple. À travers cette dictée, Abajad nous rappelle que la langue française peut être bien plus qu'un savoir, elle peut être un levier d'insertion, un lien entre les générations. Et elle nous rappelle surtout que les mots, parfois, ouvrent les portes. Madame la maire, que représente cet événement pour vous? Alors, pour nous, c'est vraiment devenu un rituel, la grande dictée Abajad à Châtillon. Donc, c'est une fois par an. Et c'est un moment d'union, en fait, autour d'un événement en plus qui se veut ludique, mais en même temps quand même très pédagogique, parce que voilà, une dictée, c'est pas rien. Mais c'est un beau moment de rassemblement où effectivement on a tous les âges. Et ils sont au rendez-vous. Les gens sont au rendez-vous, absolument. On a même des plus petits, on a évidemment aussi les parents, on a des grands-parents, on a des membres de nos associations, et puis on a surtout aussi eh bien, les personnes dont s'occupe l'association Abajad qui sont présentes dans le cadre de cette dictée. Et voilà, ça fait du bien aussi de temps en temps de le vivre ensemble. On oublie parfois, mais ça fait partie des compétences de la ville, il me semble, la lecture. Oui, alors la lecture publique, absolument. C'est pour ça notamment qu'on travaille autour eh bien, des bibliothèques municipales. C'est pour ça aussi qu'on met à disposition de nos écoles eh bien, des crédits pédagogiques pour qu'ils puissent accompagner aussi les enfants tout au long de l'année à travers l'achat d'ouvrages, etc. Il y a aussi des belles initiatives qui peuvent être faites dans certaines de nos écoles. Le silence, on lit. C'est-à-dire que voilà, un midi par semaine ou pendant une récré, eh bien, on fait plus de bruit et on prend un bouquin. Ça doit faire bizarre, le midi à l'école, plus de bruit. Super. Et ils y arrivent surtout. Ils peuvent lire ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est que la lecture, elle doit rester ludique, elle doit rester passionnante et surtout pas dans des carcans. C'est comme ça aussi, je crois, qu'on devient lecteur. Quel soutien à la parentalité? Alors, comment vous mettez les parents dans la boucle? Le soutien à la parentalité, c'est aussi quelque chose qu'on a développé depuis eh bien maintenant 2020. On a créé en fait un service prévention qui permet justement d'accompagner au quotidien les familles qui pourraient avoir des difficultés. On accompagne la parentalité aussi à travers le CCAS. Mais on se rend compte quand même que post-Covid, il reste beaucoup de manques. Et notamment sur la question des familles monoparentales. Alors qu'on essaye évidemment d'accompagner sur le quotidien à travers les différents services municipaux. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse réellement avoir eh bien, un endroit dédié qui soit vraiment un équipement municipal sur le soutien à la parentalité ou à l'instar de ce qu'on a pu mettre en place, par exemple, sur la maison des seniors où quand vous êtes un senior à Châtillon, vous avez un guichet unique, vous pouvez y aller. Vous n'aurez pas forcément la réponse, mais en tout cas, vous aurez un début de réponse et on vous orientera. Et bien, sur la question de la parentalité, j'ai envie qu'on puisse aller en fait sur le même type d'organisation et qu'on puisse envoyer en fait les parents comme ça vers un guichet unique où ils pourraient être accompagnés. Ça nécessite quoi du coup? C'est quoi le plus délicat à trouver? La place déjà, le lieu. Le lieu. On en revient toujours au foncier, quoi. Et puis l'accompagnement. C'est-à-dire que on est parfois seul dans les villes. Il faut se dire aussi les choses et malgré toutes les bonnes volontés et toutes les politiques publiques qu'on pourrait déployer, parfois il y a des choses qui ne relèvent pas de la compétence de la ville et il faut derrière qu'on puisse aussi avoir des partenaires qui sont des partenaires stable, fiable, parce qu'il n'y a rien de pire que de tendre la main à quelqu'un et en fait de ne pas pouvoir justement l'orienter. Mais on essaye déjà aujourd'hui, à travers nos différentes compétences, eh bien, de pouvoir aider et surtout de ne pas laisser les gens sans réponse, c'est important. Madame la maire, vous avez évoqué les seniors il y a quelques instants. Justement, ça me fait penser au lien intergénérationnel dont on parle si souvent. Qu'en est-il dans votre ville et est-ce que vous mettez en place des actions justement pour renforcer ce lien ou parfois même le recréer? Alors oui, évidemment, parce que on a des seniors qui sont très volontaires en fait pour transmettre. Voilà. On a des résidences seniors en fait à la ville et on a notamment une résidence municipale qui s'appelle la résidence Charlotte Montfort et donc qui organise en fait en lien avec les centres de loisirs, mais c'est des choses qui se multiplient à travers d'autres de nos résidences, et bien des rencontres en fait avec nos centres de loisirs tout simplement. Et là aussi, ce qu'on souhaiterait pouvoir mettre en place, au-delà même d'un petit goûter partagé ou quoi, parce que là aussi on sent que le Covid est passé par là réellement et qu'il y a beaucoup d'isolement même
au niveau des personnes âgées qui ne seraient pas dans les résidences seniors, c'est d'avoir quelque chose autour du papy ou de la mamie de Châtillon, donc sur la base d'un volontariat autour des seniors qui répondraient à un appel du journal municipal, et bien voilà, qui puisse être papy ou mamie d'un de nos jeunes Châtillonnais, Châtillonnaises, qu'il puisse y avoir peut-être une correspondance qui se mette en place, des visites, des liens. C'est important aussi d'imaginer des choses. On n'a pas pu encore le mettre en place parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses, mais c'est quelque chose en fait que j'ai en tête et que j'aimerais vraiment qu'on puisse développer. Et justement, quel regard est-ce que vous portez sur l'engagement citoyen des jeunes à Châtillon ? Il est fort, l'engagement citoyen. Et il n'est pas simplement en fait, dans les structures qu'on pourrait mettre en place, mais quand on a des jeunes en fait, qui s'engagent aussi dans des associations, qui sont bénévoles. Nous, par exemple, on met en place le pass BAFA ou le pass permis. Donc ça permet en fait de financer, enfin d'accompagner le financement pour passer son BAFA ou pour passer son permis de conduire contre des heures citoyennes. Donc on recrute comme ça des jeunes de la ville qui vont nous aider à tenir un stand de la ville dans le cadre de la fête de la ville. Ça veut de dire la quoi, fête une des heure enfants. consacrée à l'engagement citoyen? Exactement. C'est peut-être une heure de conduite, quoi. C'est une heure de conduite à peu près. On n'est pas forcément dans des ratios qui se répondent, mais en tout cas, il y a un financement à hauteur de plus de 50%, et ça veut dire qu'en face, on donne des heures citoyennes. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que souvent, quand ça s'arrête, en fait, les jeunes en redemandent, et qu'on a comme ça beaucoup de demandes de bénévolat. On a même créé au sein du CCS, parce qu'on avait une demande, en fait, pas simplement des jeunes, d'ailleurs plus large, en fait, des habitants, de pouvoir donner du temps. On a créé une brigade de bénévoles au sein du CCAS qu'on mobilise par exemple dans le cadre du plan canicule. Quand il y a le plan canicule, eh ben, il faut que rapidement, en plus des agents municipaux, on ait des gens qui prennent en fait la tâche en fait de seniors qui sont sur la liste des personnes fragiles. Comment ça va? Est-ce que vous manquez de quelque chose? Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez pensé à vous hydrater? Est-ce que vous avez besoin que je vienne vous chercher pour venir dans un espace réfrigéré? Eh bien en fait cette brigade de bénévoles, elle peut être réquisitionnée à ce moment-là. Et donc on envoie aussi les jeunes là-dessus. J'y porte un œil qui est un œil très bienveillant et parfois même admiratif, parce qu'il y a aussi des causes comme l'écologie, etc., où les jeunes nous poussent aussi à nous challenger. On participe par exemple au World Cleanup Planet, donc c'est cette journée où on ramasse tout ce qui traîne, dans la ville. Et ben voilà, nos jeunes aussi nous poussent comme ça à organiser ce type de journée-là, et c'est très bien. Vous avez parlé de brigade, il y a la brigade aussi de remplacement pour pallier les absences éventuelles des ATSEM. Je crois que c'est un budget conséquent. Vous avez un ATSEM. On a absolument, on a une ATSEM par classe en fait de maternelle. C'est-à-dire qu'on ne limite pas ça aux petites sections, contrairement à beaucoup de villes qui font ce choix-là. À Châtillon, même si effectivement il y a un choix budgétaire qui est fait, on décide de mettre en place dans chaque classe de maternelle une ATSEM en plus de l'enseignant ou de l'enseignante, de la petite section à la grande section, pour un constat qui est très simple. C'est que qu'est-ce qui différencie réellement en fait un petit d'un grand? 3 ans, 5 ans, voilà, il y a aussi des besoins, et donc de permettre aussi pour l'enseignante d'avoir un relais quotidiennement dans la classe, c'est important, et puis de pouvoir accompagner aussi les enfants, je crois que c'est essentiel. Et vous le disiez, pourquoi une brigade de volante? Parce qu'il arrive évidemment qu'il y ait des absences, qu'il y ait des congés, etc. Donc quand on a des fermetures pour certaines villes, c'est un casse-tête. Ils mettent des semaines et des semaines avant d'en avoir. Et quand on a des fermetures des classes, on fait le choix en fait de pas rompre les contrats, mais de maintenir nos agents pour être sur une brigade de volante. Mais là aussi, c'est des choix budgétaires, et c'est vrai que les budgets contraints, parfois nous poussent aussi dans nos retranchements, parce que on maintient là, mais il y a aussi beaucoup d'autres économies qu'on doit réaliser. C'est pas simple. Vous le disiez tout à l'heure, l'équation. L'équation, elle n'est pas simple. C'est vrai qu'on en parle notamment à chaque fois au congrès de l'AMF. C'est une des questions principales. Le budget pour les villes, il faut absolument tenir son budget. On ne peut pas faire comme l'État, effectivement. On vote les budgets, nous, en équilibre. Et on s'y tient. Merci beaucoup, Madame la maire, Nadège Azaz, maire de Châtillon et conseillère régionale Île-de-France, d'être venue nous voir pour nous parler de votre politique éducative à Châtillon. Merci infiniment pour votre invitation. C'était un plaisir. Merci à vous, Alix. On se retrouve demain. À demain. À demain.